Bonsoir, bienvenue dans votre journal Rhône-Alpes. Au programme ce soir, le portrait d'une Iséroise, Rose Valland. Elle s'est battue après la guerre pour que les œuvres d'art volées par les nazis retrouvent leur propriétaire au Festival de Berlin. Un film retrace son histoire, premier volet aujourd'hui d'une série de 3 épisodes consacrés à cette femme. Un match terne sans but, mais au final 1 point pour Saint-Etienne après le nul d'hier soir. 0-0 à Toulouse, les Verts sont toujours accrochés aux premières places du classement de Ligue 1. Et puis aujourd'hui, c'est samedi et le samedi, c'est politique, notre journal de campagne hebdomadaire pour parler des municipales. Et ce soir, c'est Olivier Michel qui s'y colle. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Au sommaire du JT de campagne, une métro-querelle lyonnaise, l'enjeu commercial à Montélimar, Ambérieu vu depuis sa voie ferrée et Privas qui ne se prive pas de débattre. Le journal de campagne, c'est dans une dizaine de minutes. Mais pour commencer, direction la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, où la question de la pollution continue de mobiliser les habitants. Tout a commencé par un appel lancé sur les réseaux sociaux, vite relayé par des associations locales et des élus. Résultat, aujourd'hui, 1 millier de personnes se sont rassemblées pour bloquer l'autoroute blanche, l'autoroute qui mène à Chamonix. Reportage de nos confrères de Grenoble. C'est avec des masques de protection que les habitants de la vallée de l'Arve vont exprimer leur ras-le-bol. Trop de pollution atmosphérique, un problème récurrent dans la vallée. Mais avec l'hiver, les cas de bronchiolite, asthme et autres pathologies font ressentir plus que d'ordinaire cette pollution. On demande que des mesures concrètes soient prises au niveau du trafic routier par exemple, de le diminuer en cas de pic de pollution, faire ralentir les poids lourds également parce qu'on connaît le trafic au niveau du transport international, c'est énorme. Un plan de protection de l'atmosphère a pourtant été adopté en 2012, mais selon les associations, il n'est pas bien appliqué. Il faut changer quelque chose pour la santé de tous et puis de nos enfants. Moi je suis là beaucoup pour les enfants, j'ai envie de leur laisser quelque chose de beau et de propre quoi. Et la date du 8 février n'était pas choisie au hasard. Mardi prochain, le maire de Chamonix, Éric Fournier, et la députée Sophie Dion seront reçus à l'Élysée. Le moment de faire pression. C'est bien de montrer qu'on est mobilisé, qu'on est inquiet, on est derrière eux. C'est pas 2 personnes qui vont à l'Élysée, c'est des milliers de personnes de la vallée de l'Arve et de Chamonix qui sont là pour dire on veut respirer un air de qualité. Paris réussi pour les habitants de la vallée. Plus de 1000 personnes ont pris part au cortège et ils ont prévenu, ils ne comptent pas en rester là. Une opération coup de poing de militants de Greenpeace ce matin à Villeurbanne. Une dizaine d'entre eux a distribué des tracts anti-OGM ainsi qu'un guide des marques, les bonnes et les mauvaises selon Greenpeace, et a tenté d'envahir une grande surface de la ville. On écoute une militante interrogée devant un caddie appelé caddie témoin. Le consommateur a un grand pouvoir. S'il n'achète pas ces marques, il va obliger les fabricants à faire attention à leurs produits. Donc à ne plus mettre ni OGM, ni pesticides toxiques pour les abeilles. C'est un caddie du pire, c'est le pire. Voilà, on a tout le pire là. Premier volet ce soir d'une série consacrée à Rose Valland. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais cette Iséroise a permis, après la dernière guerre, de retrouver des œuvres d'art volées soit à des musées français, soit à des familles juives. Certaines de ces œuvres restituées à la France n'ont pas encore retrouvé leur propriétaire. Elles sont toujours aujourd'hui entreposées dans les musées nationaux. Sylvie Cozzolino, Thierry Swiderski. Depuis presque 60 ans, l'Adoration des bergers est un tableau orphelin. Depuis presque 60 ans, le musée des Beaux-Arts de Lyon l'expose en espérant qu'un jour son propriétaire se manifeste. Triste destin que celui de ce tableau, spolié à une famille juive, les nazis l'emmènent en Autriche avant que les forces alliées ne le retrouvent et le restituent à la France. Il a été récupéré en Allemagne où il avait été vendu par une marchande proche d'Adolf Hitler, puisque les Juifs n'avaient plus le droit d'exercer la vente d'œuvres d'art. Et c'est l'État français qui a récupéré cette œuvre et qui l'a déposée ensuite au Musée des Beaux-Arts de Lyon, sachant qu'elle n'appartient ni à l'État ni à la ville de Lyon. Elle a un statut tout à fait particulier en attendant que quelqu'un vienne la récupérer éventuellement. Des œuvres mises en dépôt sous l'appellation MNR, Musées nationaux de la récupération. Toutes sont issues de spoliations datant de la dernière guerre. Le musée en expose 3. Mais il y a aussi des objets de valeur, comme cette boîte à musique. 60 ans qu'elle se trouve au musée Gadagne. Son histoire est connue. Pendant la guerre, son propriétaire l'a vendue à un musée en Allemagne. Les Anglais qui l'ont retrouvée après-guerre l'ont restituée à la France. Si cette boîte à musique acquise donc à ce propriétaire parisien
entre 40 et 44 par le musée d'Aix-la-Chapelle, et que autant les armées britanniques que le ministère des Affaires étrangères français ont décidé de la rapatrier en France, ce qui est fait en mars 48, c'est que quelque part, on estime que la transaction, ou on a estimé que la transaction n'avait pas été faite dans des conditions normales. Et par conditions normales, on peut entendre que cette boîte a pu être cédée par son propriétaire en deçà de sa valeur, car pendant la guerre, les Juifs étaient interdits du marché de l'art et avaient besoin de liquidités pour se cacher. 163 œuvres d'art spoliées par les nazis sont toujours en dépôt dans les musées nationaux français. La restitution, c'est le difficile combat d'une commission sénatoriale engagée depuis 1 an sur le sujet. Selon Blanc, c'est très compliqué. J'y ai consacré 15 ans de ma vie. C'est la politique internationale. C'est le fait que ce n'était pas forcément la priorité des politiques publiques. C'est le fait qu'il y a eu des indemnisations en Allemagne qu'on a oubliées. C'est le fait qu'on a voulu tourner une page. Et c'est le fait que l'histoire avançait avec la construction européenne. Et c'est simplement assez récemment qu'on a pris la mesure de ce qui avait pu se passer en matière de spoliation artistique. Début 2013, le musée d'art moderne de Saint-Étienne a restitué ce tableau aux descendants d'un industriel autrichien spolié qui vivait à Paris sous l'occupation. En 20 ans, l'État français a permis de restituer 70 œuvres d'art à leurs propriétaires. Alors je vous le disais, un film consacré donc à Rose Valland et à la question des œuvres d'art volées. Monuments Men est actuellement en compétition au Festival de Berlin avec Georges Clooney et Cate Blanchett. Une de nos équipes est sur place et on vous en parle demain pour le 2e volet. Football, Ligue 1, la 24e journée a débuté hier soir. L'AS Saint-Étienne ramène 1 point de son déplacement à Toulouse à l'issue d'une rencontre plutôt terne et sans but. Une rencontre que nous résume Jean-Paul Savard. Remplacer un joueur offensif, Benjamin Cornier, par un joueur défensif, Jérémy Clément, quand le score est nul à 6 minutes de la fin. Cela s'appelle être timoré ou prudent. C'est la prudence qu'on retiendra du choix de Christophe Galtier. L'entraîneur stéphanois avait été mis KO au début de la semaine par la chute d'une cage mobile à l'entraînement. Il n'est finalement pas mécontent, sinon de ce match très nul, du moins de son résultat. C'est difficile de jouer Toulouse. Et dans ce sens-là, on a su répondre autant avec beaucoup de sérieux et d'intelligence dans l'organisation et aussi avec du caractère et de la détermination, dans la générosité, dans l'envie de faire le résultat. Ce que nous n'avons pas su faire il y a 15 jours à Bordeaux. À Bordeaux, les Verts qu'on croyait irrésistibles avaient coulé. À Toulouse, ils ont enregistré les bons débuts de Benoît Trémoulina, recruté durant le Mercato. Les Verts n'ont pas flanché au stadium. Le public stéphanois attendra qu'il flambe dans 8 jours contre Marseille à Geoffroy Guichard. Suite de cette 24e journée, donc ce soir, Evian Thonon-Gaillard joue en déplacement à Montpellier et demain, Lyon se déplace à Nantes. Un mot de rugby en Pro D2, le CS Bourgoin-Jallieu recevait Agen. Cet après-midi, les joueurs isérois ont battu le 2e de la poule, 12-6, mettant fin à une préoccupante série de 5 défaites consécutives, tous s'est joué au pied. Un drop et 3 pénalités pour Bourgoin contre 2 pénalités pour Agen. Comme promis, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec les municipales. Et pour nous parler de la campagne en cours, Olivier Michel. L'image politique de la semaine fleure bon la Saint-Valentin avec quelques jours d'avance. Première réunion publique du leader de la droite lyonnaise, Michel Avare, devant 1000 fans. Un long discours, des propositions bien sûr, mais d'abord une introduction enflammée. Ce soir, je suis venu vous parler d'amour. Alors à ce stade-là, on pourrait qualifier cette soirée de mythique électorale. Aimer sa ville, l'élément de langage obligé pour tous les candidats qui veulent rassembler bien au-delà de leur camp. Un rien curieux, presque décalé pour des élus qui aspirent à diriger un jour la métropole de Lyon avec ses 58 communes. Ça en fait des déclarations d'amour. À Lyon, on y reste avec cette promesse de campagne qui en a surpris plus d'un cette semaine. Le maire socialiste sortant Gérard Collomb veut une nouvelle ligne de métro sur la ville. Son challenger de droite Michel Avare, lui, défend l'idée depuis des mois. Querelle de campagne donc, et comme toujours des promesses dont on sait pertinemment que leur réalisation dépasse et de loin le cadre lyonnais. Paul Satis. Entre Michel Avare et Gérard Collomb, c'est à celui qui aura le plus gros projet de métro. Est-ce sur ce point précis que va se jouer l'élection? En tout cas, chacun sort son projet.
Le premier dès les primaires UMP, c'était Michel Avare. Son idée, une transversale pour relier la gare Saint-Paul à celle de la Part-Dieu, coût estimé 550 millions. Gérard Collomb, lui, fait des petits schémas. À l'ouest, toutes. Son futur métro est encore plus cher, 800 millions. Il part du Vieux-Lyon et va jusqu'à Tassin, où il rejoint l'Anneau des Sciences, le futur périphérique ouest. Je suis consterné par ces annonces faites comme d'habitude, sans prévenir personne, à la va-vite et avec un seul objectif, duper les Lyonnais à des fins électorales. S'il était venu un peu plus au débat que nous avons organisé sur l'Anneau des Sciences, il aurait vu que l'on pensait à ce type de solution. Un plan métro pour Gérard Collomb, c'est nouveau. En 2 mandats, il a plutôt privilégié le tramway, 3 nouvelles lignes créées contre seulement 2 prolongations de métro sur les lignes A et B. Quant aux autres candidats, leurs promesses sont variées. Le Front National veut aussi un métro. Les écologistes préfèrent améliorer l'existant, baisser les tarifs et créer un téléphérique urbain comme à New York ou Rio. C'est aussi l'idée développée par le centriste Éric Lafont. Dans tous les cas, ce n'est pas un débat municipal, car des projets aussi coûteux ne pourront être menés que par la métropole. L'enjeu municipal de cette semaine, c'est la deuxième ville du département de la Drôme, Montélimar, 35 000 habitants, une ville dirigée par la droite depuis 25 ans. On la présente souvent comme la porte nord de la Provence. C'est justement à son entrée nord que se situe l'un des enjeux de cette campagne, un projet de zone commerciale qui divise. Explication Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. À l'entrée nord de Montélimar, tout est prêt pour accueillir la future zone d'activité commerciale. Multiplex, bowling, grandes enseignes, ici devraient être bâtis plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés dédiés aux loisirs et aux achats des Montiliens. Un projet porté à bout de bras par Franck Régnier, député maire sortant. Il brigue une 3e mandature. Montélimar est un centre d'attraction commerciale reconnu et il faut que nous puissions garder cette place forte. Il n'est pas question de laisser d'autres territoires et d'autres communes pouvoir venir investir et s'implanter sur des activités commerciales. C'est la vocation et le rôle de la ville de Montélimar sur un territoire, sur une agglomération. C'est en tout cas ma vision. Mais le projet divise. Une zone commerciale, Montélimar en possède déjà une à l'entrée sud de la ville. Suffisante pour Johan Maty, tête de liste d'un grand rassemblement de gauche. Un nouvel espace serait pour lui une hérésie pour l'environnement. Faire une nouvelle zone, parce qu'on parle beaucoup des commerçants, est aussi un danger pour les citoyens, un danger entre guillemets, car ça veut dire repartir également dans le tout-voiture. La ville est embouteillée, on circule mal, la ville a grandi de 6600 habitants sur 25 ans, elle est complètement engorgée, et rajouter encore un pôle au nord de la ville voudrait dire que c'est la course en avant vers le tout-voiture. Impact écologique mais aussi économique. Une zone commerciale de plus, ce sont des boutiques du centre en moins. C'est ce qu'estime Julien Rochdy, candidat Front National. Il défend un thème cher au parti frontiste, les petits commerçants. Il y a une philosophie qui préfère dans une ville se concentrer sur les zones commerciales, sur la bordure d'une ville, ou alors une philosophie qui préfère se concentrer sur le centre-ville, parce qu'on considère que c'est le cœur de la ville, son poumon, et que c'est ça qui attire justement les gens. Et à chaque fois on s'est rendu compte qu'une ville décline et devient sinistrée lorsqu'on abandonne justement le centre-ville. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à Montélimar. Le dynamisme économique et l'emploi à Montélimar seront 2 des principaux enjeux de la campagne des municipales. Avec un taux de chômage qui frôle les 12%, la 2e ville de la Drôme est au-dessus de la moyenne du département. Vous étiez grippé cette semaine, vous aviez un emploi du temps de dingue ou du repassage en retard. Bref, vous avez raté les JT sur France 3. Voici l'instant rattrapage en bref, justement. Et d'abord ce sondage IFOP pour Mac de Lyon. Sans surprise, il donne Gérard Collomb vainqueur, 14 points d'écart au second tour. Pas de raz-de-marée comme en 2008, la division à gauche est passée par là. Petite consolation à droite, Michel Avare est lui donné vainqueur dans son arrondissement, le 5e, d'une courte tête dans la marge d'erreur. Prudence donc, le FN dépasse les 10% dans 6 arrondissements sur 9. À Saint-Étienne, dernier conseil municipal de la mandature et dernière passe d'armes. Le sujet, eh bien, je vous le donne en mille, ce sont encore les emprunts toxiques. La ville en a liquidé un de plus cette semaine, il lui en reste 4. Mais la question aura empoisonné la vie politique stéphanoise jusqu'au bout. Ça fait fuir beaucoup d'investisseurs, ça affaiblit finalement notre ville. Les décisions néfastes ont été prises sous l'ancien mandat par ces mêmes élus.
Elle s'appelle Robert, Sophie Robert. Elle dirige le Front National dans la Loire et hier soir elle était en réunion publique à Feurs. L'occasion de faire le point sur les listes FN dans le département. 9 sont bouclées, 2 envois de lettres. Ça c'est pour les principales villes et puis on a 12 listes dans les petits villages où des personnes qui sont adhérentes du Front National mènent une liste d'intérêt communal. Ce n'est pas un beau roman, ni même une belle histoire. À 6 semaines des élections, un faux courrier à l'entête de la mairie de Romans dans la Drôme a été distribué cette semaine. À l'intérieur, il est demandé aux destinataires de donner des informations très personnelles afin de constituer un fichier. La mairie a porté plainte. Dans le même temps, des dizaines d'affichettes dénonçant la vidéosurveillance ont été collées sur les permanences des candidats de l'opposition. Pas beau du tout, ce roman-là. Les candidats à l'élection municipale sont invités à se présenter pour l'enregistrement de leur dossier en préfecture. Départ lundi 10 février pour le Rhône, la Drôme et l'Ardèche, le jeudi 13 dans la Loire et l'Ain. Le guichet RF restera ouvert jusqu'au vendredi 6 mars à 18 h. Dans ce journal de campagne, place maintenant au deuxième épisode de notre feuilleton consacré à Ambérieu en Bugey 2. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la commune, car Ambérieu, depuis 1850, ce sont 2 villes dans la ville. Le centre d'un côté et puis la cité cheminote. La voie ferrée fait frontière. Alors, quelle place pour la mairie au milieu de tout ça? Eh bien, embarquons avec Soria Kaldoun et Aude Henry. « 14 531 habitants. Mais ce qui résume Ambérieu, c'est le chiffre 2. Car ici, tout est en double. Église, école, lycée, maison de retraite, marché. Il y a aussi 2 façons de vivre. Selon le côté de la barrière où on se trouve, 300 € le loyer d'un côté, 600 de l'autre. Le double, en moyenne. La raison ? Une ligne de chemin de fer qui coupe Ambérieu en 2. On voit très bien cette coupure physique entre le quartier de la gare et le quartier de la ville, coupure qui existe depuis 1856, depuis la création du chemin de fer. 2 villes dans la ville, une particularité que le futur ou la future maire doit prendre en compte. Il faut contenter à la fois les gens du quartier ville et ceux du quartier gare, de la cité cheminote. Fille de cheminot, Josette Chantereau est mariée à un cheminot et a 2 enfants, cheminots eux aussi. La cité, ça fait 43 ans que je suis là. Les trains, depuis le temps qu'on les voit passer, qu'on les entend, on les entend plus. Il y a juste un petit inconvénient à Ambérieu, c'est que le quartier de la gare est vraiment coupé, isolé du quartier de la ville. C'est tout ce que je reproche au quartier d'Ambérieu jusqu'à maintenant. Coupé, délaissé, pour se faire entendre, la seule voix, ce serait celle du bulletin de vote. La politique, d'une manière générale, m'a quand même fait prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui se disait, tout ce qu'on pouvait voir, entendre. Donc, je vais être honnête, non, ça fait quelques années que je ne vote pas et que je ne sais pas. Là, j'ai vu qu'il y avait 4 listes. Je ne connais pas les personnes. Bon, faudrait que je m'intéresse peut-être un petit peu au contenu, mais je ne crois pas. Dans le passé, la cité cheminote votait pourtant en masse. Un vote à gauche, sous l'influence des syndicats. Quand on sait qu'il y avait 2150 cheminots en 1932, dans une ville qui comptait pas 7000 habitants, vous imaginez ce que ça pouvait donner. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 400. Toute leur histoire est ici, dans ce musée. Des souvenirs de l'époque où la vie en Ambérieu était 100% SNCF. Un train-train quotidien des cheminots qui, quoi qu'il arrive, suivra son cours. La population cheminote, bon, à ma foi, elle a son emploi, chemin de fer et tout. À la limite, que ce soit la gauche qui soit à la tête de la mairie, que ce soit la droite, ça ne change pas grand-chose, ni sur sa paye, ni sur son emploi du temps, ni sur ses conditions de travail et tout. Et voilà. Gauche, droite, droite, gauche, peu importe. Les gens du quartier de la gare ne bougeront pas d'Ambérieu. Plus qu'une gare, un port d'attache. Le 3e épisode, bien sûr, samedi prochain. Ce matin, vous avez pu assister à La Voix est libre sur France 3. L'émission est du reste toujours en ligne sur notre site internet. LVEL était délocalisée à Privas, la préfecture de l'Ardèche, une ville qui a eu ces dernières décennies bien du mal à garder ses habitants. La démographie, un constat et des causes qui font débat.
Aujourd'hui, je crois qu'on a stabilisé et que le travail notamment fait sur le plan à la fois économique mais surtout de l'habitat est en train, je crois, de payer. La particularité de Priva, puisque je m'en étais arrêtée là, c'est que les entreprises ne délocalisent pas avec la Chine, mais à 6 kilomètres. Nous avons plusieurs cas de commerces, d'artisans qui, installés à Priva, ont fait le choix de s'installer dans la périphérie. Et donc, effectivement, là, je rejoins effectivement votre question, qui est celle de la fiscalité. Parce que pourquoi ces entreprises ont quitté Priva? Parce que, elles n'avaient pas des conditions d'accueil qui les satisfaisaient, et 2, pour la fiscalité. Ça sert à quoi, la fiscalité? Ça sert à payer les infrastructures, ça sert à payer les équipements, ça sert y compris à participer aux actions de solidarité, au soutien aux associations, aux clubs, au sport, à la culture. C'est à ça aussi que ça sert, la fiscalité. Prochaine Voix libre samedi à 11h30, débat de campagne sur la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Il ne reste plus que 44 jours avant le premier tour des élections municipales. À samedi prochain. On retrouve donc samedi prochain le prochain journal politique. L'info continue évidemment sur Internet. À la une en ce moment, les résultats du biathlon, l'épreuve de sprint aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Sotchi. Martin Fourcade termine 6e, Jean-Guillaume Béatrix de Saint-Priest 14e et le skieur de Hauteville Simon Destieux 46e. À suivre bien sûr la météo pour l'édition nationale. Demain, vous retrouverez à cette même place Soria Kaldoun. Bonne soirée sur France 3.